Bienvenue à vous toutes et à vous tous et merci d'être avec nous pour cette émission Avec Judith, diffusée sur YouTube Première de France 24 et toutes les plateformes de podcast. Cette semaine, nous recevons Tahar Benjelloun, un écrivain franco-marocain mondialement connu. Bonjour Tahar Benjelloun. Bonjour Judith. Vous êtes un écrivain marocain de langue française, vous êtes aussi poète, peintre, lauréat du prix Goncourt pour La Nuit sacrée en 1987 et aujourd'hui membre du jury du prix Goncourt, auteur de très nombreux ouvrages, romans, poèmes et essais. Alors voici votre dernier livre, Pigiste au monde, aux éditions chez Gallimard. Et puis signalons également L'écrivain public, en poche. Ensuite, L'enfant de sable, un best-seller qui a été traduit dans plus d'une cinquantaine de langues. La Nuit sacrée, dont je parlais, qui vous a valu le prix Goncourt. Et enfin, Le racisme expliqué à ma fille. Mais avant de débuter cet entretien qui est consacré au changement dans la vie, vous vouliez revenir sur l'éviction d'Olivier Nora, PDG chez Grasset, après la prise du pouvoir par le milliardaire Vincent Bolloré, qui possède plusieurs médias et plusieurs maisons d'édition. En fait, Olivier Nora n'a pas été licencié, hein. Il continue d'aller à son bureau tous les jours, parce qu'ils n'ont pas envoyé de lettres ni rien. Ce que je peux dire, c'est que je suis très présent en Italie et mes éditeurs italiens appartenaient à l'époque à Berlusconi. Et jamais Berlusconi n'a intervenu dans la nomination d'un directeur d'édition ou dans le contenu des livres qu'il publiait et tout. Bolloré devrait faire la même chose, ne pas entrer là-dedans. Or, je trouve que Bolloré devrait faire son travail de milliardaire, d'homme d'affaires, et ne pas aller des petites vengeances personnelles sur des directeurs de maisons d'édition ou de collection. Ça ne se fait pas. Et de toute façon, maintenant, la maison Grasset est au plus mal parce que la plupart l'écrasante majorité des écrivains ont dit qu'ils partaient. Qu'est-ce qu'ils vont faire après? Je ne sais pas. En tout cas, le rôle des puissances financières est devenu, dans les médias, ce rôle-là est devenu un problème politique. Mais venons-en à notre entretien qui est consacré au changement dans la vie. Vous êtes un écrivain prolixe, traduit en 50 langues, lu par des millions de gens dans 160 pays. Mais pour mieux vous comprendre, il faut remonter aux sources de l'enfance. Fès, la ville où vous êtes né. Et votre mère et son entourage féminin ont joué un rôle important. Parce que j'étais un petit enfant malade qui gardait le petit lit tout petit et j'assistais aux visites des amis, des copines de ma mère qui venaient l'après-midi prendre le thé et j'entendais des choses et ils racontaient des histoires et moi ça m'amusait. Vous dites que vous étiez malade, vous étiez chétif, vous avez eu une enfance pauvre mais heureuse. Racontez-nous. Ma famille a toujours été très modeste, même pauvre, mais nous avons moqué de rien. On a toujours été une famille unie, heureuse, sans grands problèmes, pas du tout. Et à Fès, vous savez, tout le monde se connaît et on était dans une vieille petite maison, on n'avait pas d'eau courante, alors avec mon frère, on faisait la corvée de l'eau à tour de rôle et on trouvait ça normal de mettre de l'eau dans une jarre qui était dans la cour de la maison. Et là, on voit donc vos parents. Oui, mes parents, ils Quel étaient rôle comme il ça. a joué, votre père, dans votre vie? Mon père était un homme qui a eu une vie assez, pas grande aventure, mais il a commencé par faire du marché noir entre Melilla et Fès. Il partait dans le Rif et il ramenait des tissus qu'il revendait à Fès. Et c'est ainsi qu'il a traversé la guerre du Rif en 1922. Enfin, Déjà en il en parlait de ça. Et c'était pas un bon homme d'affaires, il n'a jamais fait fortune, mais c'était un homme honnête, sincère, il avait énormément d'humour. Et aujourd'hui encore, dans les familles, quand on se réunit,
tout le monde se rappelle les anecdotes que mon père avait et qui nous faisaient tous rire. Et puis, vous allez partir à Tanger. D'ailleurs, ça, votre père l'a pas très bien Mes vécu. parents n'ont pas aimé Oui, parce un que port cosmopolite. ils étaient bien enracinés à Fès et tout. Et voilà, vu la crise économique dont souffrait mon père, son frère aîné lui a dit: «Viens à Tanger, il y a des possibilités, ville internationale et tout». Et nous voilà prendre le train. On a pris le train l'après-midi, on est arrivé le lendemain à Tanger. C'était C'était un changement radical par tout rapport à fait. à Fès. C'est l'adolescence, la plage, les C'est la filles, mer, la découverte de la le mer. Je ne cinéma. connaissais pas la mer, moi, j'avais jamais vu. C'est extraordinaire. Et dans le langage de la rue des garçons, dans vos livres, le sexe, il est omniprésent à Tanger. Oh, mais partout, partout. Les jeunes garçons marocains, ils sexualisent très vite leur langage et leur façon de parler. Mais en tout cas, Fès et Tanger, c'est deux villes très différentes qui ont marqué votre œuvre. Tout à fait. Il revient souvent dans ce que je raconte, mais Fès est plus nourricière que Tanger. Puis, ce sont les études de philosophie à Rabat, à l'âge de 18 ans. C'est l'initiation à la politique. Vous êtes contestataire, vous participez au mouvement de révolte, ce qui vous vaudra d'être emprisonné, envoyé en tout cas en camp disciplinaire par le général Oufkir, ministre de l'Intérieur sous le roi Hassan II en 1966. Les conditions de vie sont très dures, mais vous écrivez des poèmes En en cachette. cachette. Pourquoi ce besoin, d'où vient ce besoin d'écrire des poèmes? Parce qu'on était, on était dans une sorte de prison qui n'était pas déclarée comme ça. Et puis, on n'avait aucune information sur la durée de ce séjour. On ne sait pas si c'était 1 an, 2 ans, 3 mois, on ne savait pas. Et beaucoup parmi nous pensaient qu'un jour, ils vont nous envoyer sur une frontière, nous faire tuer, quoi. Et je pensais qu'il fallait laisser des traces. Et j'écrivais des poèmes que je cousais dans le trier, enfin le pantalon militaire, parce qu'on n'avait pas le droit de mettre les mains dans les poches. Alors on cousait les poches. Et pendant que je cousais, je glissais dedans les petites morceaux de papier où j'écrivais mes poèmes. On n'avait pas le droit d'écrire, ni de lire. Et c'est ce qui vous a permis de tenir? Pardon? D'écrire ces poèmes, ça vous a permis de tenir dans ce moment-là difficile? Ce qui m'a permis de tenir, c'est une force intérieure qui est extraordinaire. C'est comme la foi, c'est comme, je savais que tôt ou tard, je sortirais de là et que je sortirais plutôt renforcé. Ça m'a énormément aidé à sortir de là, bien sûr. C'est une épreuve. Et cette écriture poétique, on la retrouve ensuite dans vos œuvres. D'abord, j'ai publié en sortant ce que j'ai ramassé tout, j'ai publié ça et ensuite je me suis mis à écrire, mon premier roman que j'ai pensé dans la tête depuis très longtemps. Et vous devenez ensuite enseignant à Casablanca. Vous aimez enseigner. Les étudiants J'aime transmettre, en fait. Ouais. J'aime beaucoup transmettre, enseigner et cette, passion pédagogique, je la retrouve plus tard lorsque je vais écrire le racisme expliqué à ma fille, l'islam expliqué à mes enfants, le terrorisme et cetera, la philo. C'est une envie que j'ai toujours de bien raconter les choses et de bien les expliquer parce qu'on a besoin de comprendre pour agir et continuer à le vivre. Là, c'est l'époque donc où vous êtes Oh enseignant non, je à frime, Casa. je frime. C'était les premiers photomatons à Casablanca et alors on m'a donné une cigarette, ça fait En tout cas, grâce à vous, les étudiants y découvrent Socrate, Marx et Freud. Et vous Nietzsche. écrivez, et Oui, Nietzsche. surtout, oui. Freud leur ouvrait les fenêtres d'un univers dont ils n'osaient jamais parler, la sexualité. Un jour, une élève fit un exposé sur la condition de la jeune fille marocaine dans le milieu traditionnel. Petit scandale. Fin de citation. Qu'en est-il aujourd'hui? Aujourd'hui, les choses ont beaucoup, beaucoup changé. Il y a toujours des résistances du côté des islamistes qui ont peur du corps de la femme, qui veulent l'enfermer, qui ne veulent pas qu'elle vive sa liberté, enfin, il y a toujours ça. Mais il y a des femmes exceptionnelles aujourd'hui
dans le Maroc d'aujourd'hui, des ministres, bien sûr, des ingénieurs, des professeurs de médecine, des pilotes d'avion. Enfin, elles ont une condition qui s'est énormément améliorée. Malheureusement, elle n'a pas tout à fait les mêmes droits que l'homme. Et il y a le problème de l'héritage qui reste en suspens, parce qu'il est dans le Coran, une part pour le garçon, une demi-part pour la femme. Et ça, on n'arrive pas à le changer. Et l'avortement? L'avortement, un projet de loi est déposé et chaque année, on en parle dans le Parlement et il n'est pas encore voté. Et c'est scandaleux parce qu'il y a à peu près 800 morts par an de femmes ou d'enfants qui sont qui arrivent mal et tout ça, et ça, c'est scandaleux. Vous écrivez: «Que peut être l'amour dans une société où on destine une femme à un homme avec autorité selon des lois non dites?» Ça, c'est il y a longtemps. Il y a longtemps. Attends, aujourd'hui, oh là là, Bon. aujourd'hui, c'est fini tout ça. Dans les années 70, en tout cas, l'université, elle est agitée par des mouvements de manifestation et de grève. Et le général Oufkir supprime l'enseignement de la philosophie, remplacé par l'enseignement de la pensée islamique en langue arabe. Oui. Et là, vous partez à Paris en 1971. Alors, comment se déroule votre arrivée? Comment vous faites pour vivre, pour poursuivre vos études? Racontez-nous, Attar Alors, c'était Benjelloun. plus fort que moi. D'abord, c'était une époque de très grande répression. Ils ont arrêté pas mal d'écrivains, de poètes, d'intellectuels, ils étaient arrêtés. Et je suis presque parti en fuite avec, à l'époque, j'avais quelque chose comme 500 francs en poche. Et il y avait un prof de fac qui s'appelait Monsieur Guillaume, qui m'avait trouvé une association humanitaire à Paris, qui me donnait 500 francs par mois pour vivre. Mais j'ai tout de suite me suis mis à travailler. Comme quoi? Ah ben, j'ai fait peintre en bâtiment d'abord. Ouais. Ça, c'est le travail le plus pénible parce que c'était au mois de décembre, il faisait -2, -3 et on était sur l'échafaudage. J'ai peint les devantures à Villetaneuse, à Villepinte et tout ça, des grands des supermarchés et tout ça. Ensuite, j'ai donné des cours, j'ai commencé à faire des articles dans des journaux, enfin bon, mais j'ai travaillé tout le temps. Et en 73, par le biais d'un ami, vous allez écrire pour le journal Le Monde. Ouais. Et vos premiers articles portent sur les conditions misérables des ouvriers immigrés venant du Maghreb travailler dans des usines françaises. Et puis, vous rédigez pour la première fois dans la presse française un reportage sur les conditions du pèlerinage à Médine et à la Mecque. Alors, quels étaient à ce moment-là vos engagements politiques et vos rapports à l'époque avec le gouvernement marocain du roi Hassan II, à cette époque-là? Non, j'avais aucun rapport avec le gouvernement Ouais. Hassan, aucun. Je travaillais énormément, dans le milieu, des travailleurs immigrés marocains à Gennevilliers. J'ai entendu des cours d'alphabétisation. J'étais engagé pour ça et je faisais ma thèse sur sa solitude des immigrés marocains à Gennevilliers. Et puis, j'avais la chance à l'époque, d'avoir été reçu, très, très, très amicalement par, le rédacteur en chef du journal Le Monde, Pierre-Vincent Ponté, ainsi que par Jacques Fauvet, qui m'ont reçu, très généreusement et qui m'ont donné du travail et un beau travail parce qu'écrire dans Le Monde, c'était quelque chose d'exceptionnel. C'était la première signature arabe et musulmane dans le journal. Et c'était un sujet qui, à l'époque, était éclipsé en France. Les immigrés n'existaient Oui. pas. Donc c'est vous qui avez mis la lumière sur leur... Non, pas moi, mais disons les événements. Mmh. Quand il y a eu la guerre de 73, où il y a eu les problèmes du pétrole, les Premier cités, choc tout ça, pétrolier. il y a eu des ratonnades à Marseille, où il y a eu 13 Maghrébins qui ont été assassinés dans une seule nuit, par haine des Arabes à l'époque. Et ça a réveillé le problème de l'immigration en France. Et vous écrivez dans L'Enfant de sable, je reste sur cette époque, mais vous dites: «Nous sommes dans une société hypocrite. Je n'ai pas besoin de préciser davantage. Vous savez bien que la corruption a fait son travail et continue de dévaster lentement et irrémédiablement nos corps et nos âmes.» Ben, ça, c'est un fléau qui existe toujours.
malgré une instance que le roi a installée pour la lutte contre la corruption, mais malheureusement, elle est installée à plusieurs stades et sphères de la société marocaine. C'est un mal presque incurable. Après, Parce que c'est ni vu ni connu, c'est de l'argent à espèces, c'est des intérêts, c'est des combines, c'est le manque de sérieux, le manque d'honnêteté. Bon, l'être humain est comme ça, hein. Il arrive d'être bon, moi aussi. heureusement, ça peut arriver. Vous racontez dans votre dernier livre, donc Pigiste au monde, vos rapports avec le journal et la rédaction. Alors les moments forts, les amitiés solides, mais aussi les jalousies, les coups bas, voire des traces plus ou moins feutrées de racisme, et puis finalement la rupture. Est-ce que ce livre, Pigiste au monde, c'est pas également des règlements de compte? C'est pas un règlement de compte, c'est un récit où j'ai rapporté les choses avec bienveillance. J'ai pas voulu. Vous réglez pas quelques comptes? Non. Si, un peu avec Plenel et Colombané, mais juste mais en 2 phrases. J'ai pas fait tout un Mmh. livre là-dessus. Non, la vérité, je rends hommage à ceux qui m'ont aidé et puis je dis comment ça s'est passé après. Ceux qui n'ont pas voulu de moi, ça arrive. Et C'est pourquoi, d'après vous, ils n'ont plus voulu de vous? bon, allez savoir. Mais de toute façon, c'est pas grave parce que j'ai eu la plus belle période de ma vie, ça a été en travaillant avec, Fauvé et Vincent Pontet et André Fontaine aussi, parce que c'était des gens de qualité, c'était des grands monsieur. Mmh. Après bon, j'ai François Bott bien sûr, qui est devenu un très grand ami. À qui vous dédiez le livre? Oui, 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 c'était un homme exceptionnel, d'une très grande rigueur, un ami très cher qui nous a quittés en 2022. Et la jalousie, elle concernait pas seulement les journalistes français à votre rencontre, mais aussi des écrivains, maghrébins et des compatriotes marocains qui vous accusaient à l'époque de devenir l'arabe de service. C'était ça, c'était oui, oui, bien sûr. Bon, j'ai eu de tout, mais c'est pas grave parce que, le problème, c'est que moi, je continue, j'avance. Je m'arrête pas pour dire: «Tiens, il faut pas faire ça». Bon, ils ont à dire ce qu'ils veulent. Moi, le problème, c'est que j'ai continué mon travail. Je pensais faire du bien, dans la mesure où je parlais beaucoup de la culture, arabe en général et que je défendais certains auteurs dont on parlait jamais avant. Notamment dans le monde des livres. Ben oui, oui. Et dans votre identité, profonde, elle est pas c'est pas celle de journaliste, mais c'est celle d'écrivain. Et vos livres, ils prennent souvent l'aspect de contes imaginaires inspirés par la culture marocaine. Et ça remonte à loin, ça remonte à Fès, à l'enfance. Picasso, il dit très bien cela, il dit, «Il faut une vie entière pour peindre comme un enfant». Mmh. Fès, c'est une ville très spéciale, hein. Il faut la connaître pour comprendre. C'est une ville, qui est le creuset de toute la civilisation marocaine. Tout est parti de là et en même temps, c'est une ville, heu, qui s'enracine dans l'âme de chacun. Je ne connais pas un Fassi qui renierait sa ville. Quelqu'un qui est à Casa, bon, c'est moins grave. Mais Fès, on est attaché à cette ville d'une façon presque pathologique. C'est incroyable. J'avais un ami, le pauvre, il n'est plus de ce monde, mais il était tellement Fassi, tellement accroché à Fès qu'on n'osait même plus dire: «Il pleut à Fès» ou «Il fait mauvais à Fès». Non, non, Fès, c'est très bien. C'est ce qu'il y a de mieux au monde. Et C'était le 9e siècle, en fait. Je pense avoir vécu le 9e siècle. c'est toujours le cas aujourd'hui? Non, la vieille médina de Fès est toujours là. Elle a été restaurée dans l'ensemble. Il y a la ville nouvelle qui n'a aucun intérêt parce que c'est une ville, bon, des immeubles, tout ça, ça a pas d'intérêt. Mais l'âme de Fès est toujours là, avec les artisans. Et là, je pars bientôt à Fès pour rendre hommage aux maîtres artisans, ce qu'on appelle les ma'allimines, ceux qui ont. C'est des artistes qui ont la main heureuse et géniale. Vous allez leur rendre hommage comment? Ben, on fait un forum pendant la musique sacrée de Fès, pendant le festival. Et pour vous, comme pour Proust, la vraie vie pleinement vécue, c'est la littérature. Et vous faites dire, dans L'écrivain public, à l'une de vos amoureuses:
Au lieu d'écrire, tu devrais vivre. Tu vis dans l'univers de tes personnages, tu ne vis pas ta propre vie. Finalement, il y a au moins 2 Tahar Benjeloun, hein, peut-être plus. Non, j'ai vécu, mais j'ai donné cet exemple parce que, moi, vous savez, si je n'écris pas ne serait-ce que 3 lignes chaque jour, je suis malheureux. J'ai besoin d'écrire ou de peindre aujourd'hui. Donc, quelqu'un qui me dit au lieu de peindre ou d'écrire, tu devrais vivre, je vis aussi. C'est ça la vie pour moi. Mais pour certains, vivre, c'est sortir, aller dans les bois, faire machin, blablabla. C'était pas mon truc. Moi, j'étais pas casanier, mais un homme d'intérieur qui travaille énormément. La lecture, la musique, écouter la musique et l'écriture. Et un rêveur aussi, non? Euh, Mais il faut En faire tout cas, attention. Un rêveur très concret, hein, je suis pas. J'ai les pieds sur terre, quoi. ah, parce que C'est un vous Sagittaire. vous expliquiez: «Enfant malade, je rêvais la vie». Ah, ça, Ça, c'est c'était quand avant, vous étiez enfant. évidemment, parce que Mmh. j'étais donné pour mourant. Alors, dans vos combats, Tahar Benjeloun, il y a la lutte contre le racisme et l'antisémitisme, notamment grâce à votre livre «Le racisme expliqué à ma fille», qui a été vendu à plusieurs millions d'exemplaires et réédité plusieurs fois. Plusieurs fois, oui. Ouais. Et vous expliquez que le racisme est une maladie universelle, une sorte de pandémie qui touche tous les peuples sans exception, et que les victimes de racisme elles-mêmes ne sont pas immunisées. Comment vous expliquez la montée actuelle du racisme en France, en Europe, aux États-Unis? D'abord, le racisme a toujours collé à la peau de l'être humain, de l'homme, depuis toujours. Actuellement, il y a quand même, nous vivons une époque de très grande violence et puis surtout d'absence de valeurs et de droits. Ça, c'est quelque chose que nous vivons quotidiennement. Et en France, ce qui se passe, c'est le racisme qui est maintenant, le racisme le plus répandu, le plus virulent, c'est l'antisémitisme, qui est aussi une vieille tradition française. Mmh. Et aujourd'hui, il y a 36 000 euh, raisons, entre guillemets, qu'avancent les racistes pour justifier leurs attitudes. Mais c'est pas vrai. Il y a une haine du juif et de l'arabe aussi, ça va ensemble, qui vient de l'ignorance. Beaucoup d'ignorance, beaucoup de manque de curiosité, manque de générosité. Les gens sont replis sur eux-mêmes et puis ils détestent tout ce qui ne sont pas eux-mêmes. La différence. Vous savez, aujourd'hui, un juif et un musulman, par rapport à un catholique, il n'y a pas une grande différence. Ils ont une religion monothéiste. Mais c'est le fait qu'ils n'acceptent pas l'autre, quel qu'il soit. Même s'il s'habille comme eux, même s'il parle comme eux, etc. Là, par exemple, pendant la pandémie, le juif, c'était de nouveau le bouc émissaire idéal. Ben, les juifs ont été toujours on dit le bouc émissaire. C'est pas tellement ça, c'est une obsession. Parce que l'antisémitisme, quand on voit l'histoire de la France, mais il est dans les livres. Il est chez les plus grands auteurs Ouais. du 19e siècle et du 20e. Mmh. C'est quelque chose qui est instauré, qui est dans la société française, qui est bien ancré, hein. Et aujourd'hui, évidemment, ça prend d'autres proportions. Et qu'en est-il du racisme au Maroc? Les Marocains sont comme tout le monde. Ils ont des préjugés vis-à-vis des Noirs, surtout, parce qu'ils ont pas mal d'Africains qui viennent travailler au Maroc. Mais je dirais, assez superficiel, ça. Ils ne vont pas aller jusqu'à les attaquer ou les tuer. Et vis-à-vis des Juifs, il y a plutôt un sémitisme, comment dire? Bah, historiquement, il y en avait peu ou pas, mais est-ce qu'avec la guerre à Gaza, ça Non, avec la change? guerre à Gaza, ils se sont changés, bien Au sûr. Maroc? Oui, bien sûr. Et le problème, c'est que les horreurs qu'a d'abord commis le Hamas et puis les représailles horribles de Netanyahou, disproportionnées bien sûr, ont provoqué des réactions racistes. Un peu partout dans le Antisémites? monde, pas uniquement au Maroc. Non, non, mais au Ça. Maroc, comme vous connaissez bien aussi le Maroc, Non, vous non, non. dites que également au Maroc. Mais les Marocains, ils manifestaient très souvent pour soutenir les malheureux habitants de Gaza.
Mais à un certain moment, quand le Maroc avait signé les accords d'Abraham, on a reçu beaucoup d'Israéliens en vacances et ça se passait très très bien parce qu'on a une vieille tradition de coexistence avec les Juifs. Mais il faut dire que la tragédie de Gaza et le 23 octobre, le Le 7 7 octobre, ça a octobre. été, le 7 octobre 2023, ça a été un frein à cette, disons, cette empathie pour les Juifs. Mm. Il faut combattre le racisme partout et tout le temps, mais l'école doit jouer un rôle particulier, car vous dites, on L'éducation. n'est pas raciste, on le devient. Oui, Vous parliez un enfant, d'ignorance. il n'a pas de préjugés. On lui inculque des préjugés. Méfie-toi des Noirs, méfie-toi des Arabes, attention aux Juifs. Il répète ce qu'on lui dit à la maison. Mais l'école doit être là pour rectifier. C'est important pour lutter contre l'ignorance. Bien sûr, l'école, bien sûr. Moi, je le dis tout le temps, j'en ai assez de le dire, de répéter. C'est à l'école qu'on apprend à vivre ensemble. Ce n'est pas dans les slogans politiques. Et comment vous expliquez la montée de l'intégrisme religieux en général, et notamment de l'islam violent, qui a atteint son paroxysme en Algérie lors de la décennie noire de la guerre civile, qui a fait plus de 100 000 Alors, morts dans les années oui, oui, oui. 90. Le problème, l'origine absolue de ce problème vient de l'Iran. À partir de Khomeini, Donc 79. 79, alors, il a rendu, comment dire, légitime la politisation de l'islam. Il a dit l'islam est politique ou il n'est pas. À partir de là, l'islam a envahi la scène politique, alors que, en principe, on était tranquille avant. Chacun faisait ce qu'il voulait, il priait ou priait pas, enfin bon, peu importe. Et c'est devenu une espèce d'invasion idéologique qui n'est pas du tout dans l'esprit de l'islam. Bon. Et après, évidemment, ça a pris des proportions horribles avec Daesh, le terrorisme, les massacres. Mais ça, c'est évident que ça n'a rien à voir avec la religion musulmane. Mais le fanatisme et puis l'espèce d'obscurantisme et la brutalité, c'est pouf, c'est quelque chose de terrible et qui est manipulé, qui est préparé. Enfin, c'est pas simple. Vous dites que ça n'a rien à voir avec l'islam. Évidemment, l'islamisme n'a rien à voir avec l'islam. Mais par exemple, l'Église, elle avait quelque chose à voir avec l'Inquisition et l'antisémitisme historique, le peuple déicide. Et les terroristes aujourd'hui, Tahar Ben Jaloud, quand ils se font exploser, c'est au nom d'Allah Akbar. Donc ça c'est au nom de Dieu, c'est ce qu'ils disent. Donc ça concerne, il n'y a aucune responsabilité, mais ça concerne tous les musulmans. Mais ils sont dans l'erreur. Oui, bien sûr. Mais ils ne sont pas en mon nom. Ils ne font pas ça. Il y avait, à l'époque, on disait pas en mon nom. Bien sûr que nous, on n'est pas concernés. Moi, je ne me sens pas du tout représenté par ces salopards. Pas du tout. Oui, mais vous avez un mot à dire, c'est ça ce que je... Mais je l'ai dit à chaque Oui. fois que j'ai pu. Le problème Les n'est pas là. religions ont un Ça mot ne à suffit dire. pas. Ça ne suffit pas. Il faut d'abord chercher l'origine. D'où viennent les fonds? Qui finance ça? Ben, on sait qu'il y a des États qui financent le terrorisme. On le sait. C'est-à-dire? Ah ben moi, je peux pas dire lesquels parce que c'est fait de telle manière qu'on n'a aucune preuve. Mais bien sûr, Ben, c'est quand même les puissances du Golfe, non? ça vient de partout. C'est horrible ce qu'on apprend quand on commence à chercher. Au Maroc, sous le règne de Mohamed VI, vous dites que l'on peut parler librement, même de façon critique, sauf du roi et de l'islam, qui sont des sujets tabous. Quelles réformes, vous souhaiteriez pour améliorer la monarchie marocaine et qui pourraient être éventuellement mises en œuvre par le futur roi? Bon, en tout cas, ce qu'a fait Mohamed VI, c'est exceptionnel. Il a énormément fait pour ce pays, et sur le plan des infrastructures, bien sûr, c'est énorme ce qu'il a fait, mais surtout sur le plan des libertés. Évidemment, à partir du moment où on ne touche pas la personne du roi, on ne touche pas à la valeur islamique et la cause sacrée du Sahara, bon, non, on peut tout dire. Mais ce que moi j'aimerais voir, c'est justement que le statut le code de statut personnel, la Moudawana, ce qu'on appelle Moudawana, donne davantage de droits à la femme. Elle a quelques droits par rapport à avant,
Mais là, il y a des résistances, encore dans la commission des islamistes qui freinent. On n'a pas la liberté de conscience, on n'a pas ça. Et puis, on ne donne pas les mêmes droits à la femme. Et ça, c'est les hommes qui résistent à ça. Et ça, le roi, il veut bien. Il, il donne les directives. Il ne peut pas imposer. Mais déjà, il fait beaucoup. Le principal frein, c'est le PJD, le Parti de la justice et du Le développement. PJD, il a été quand même dégagé de la scène politique il y a 5 ans avec les élections législatives où de 125 députés, ils sont arrivés à 13. Donc, il est foutu. Bon, il peut revenir avec quelques députés en septembre prochain. Mais son idéologie est là. Ils font des discours, ils parlent. C'est rien que l'autre jour, je prenais un taxi, là. Je suis tombé sur un... On les appelle les barbus. Bon, et puis, on parle des prénoms. Parce que lui s'appelle Brahim. Alors, je lui dis, ah, tu t'appelles Brahim, c'est bien. Il me dit, moi, je ne suis pas comme ceux-là il y a tous les prénoms qui commencent par Abd, Abdullah, Abdelkarim, Abdel Khalid. Et on enlève le Abd, c'est-à-dire serviteur d'eux, et on prend que, par exemple, Abdelkarim, ça fait Krim, Abdelmalek, Malek, Abdelkader, Kader. Ouais. Elle dit, ça, il a commencé à dire, mais ça va pas, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mais il faut respecter Dieu, il faut rester son serviteur. Tu n'as pas enlevé le abd. Je dis, moi, j'enlève rien du tout. Je m'emmène où je vais, mais c'est tout. Non, mais pour vous dire, euh, bon, c'est pas là que ça se passe. Mais c'est une mentalité. Il y en a plein comme ça. Bon, que faire? Par exemple, je vais lui dire, vous savez, la religion, c'est que chacun fait ce qu'il veut, s'il peut, et il n'a de compte à rendre qu'à Dieu. Mais non, eux, non, ils disent, tu as de compte à rendre à la société, à moi, à l'imam, à tout. Non, non, ça ne va pas, non. La notion d'individu n'est pas rentrée dans leur mentalité. Ils ne savent pas ce que c'est qu'un individu. Vous voyez le clan. Il y a la famille et le clan. Tu appartiens à le clan, tu n'as pas le droit de sortir du clan. Tu n'as pas à faire l'original et dire, moi, je ne crois pas en Dieu. Ça ne va pas. Vous comprenez maintenant le truc. C'est comme ça. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire après? Et la femme, par exemple, est-ce que avant le mariage, est-ce qu'on peut avoir des aventures amoureuses ou pas au Maroc? Mais au Maroc, oh là là, au Maroc, il y a un peu d'hypocrisie, on ne le dit pas. Mais bien sûr, mais c'est un monde où la liberté des jeunes est extraordinaire. Il faut voir dans les villes. Les campagnes, je ne dis pas. Mais dans les villes, oh là là, les femmes, elles se déplacent en groupe, elles sont extraordinaires, elles sont belles, elles ont plein d'idées. Non, non, je ne m'en fais pas pour elles, mais j'aimerais que sur le plan légal, elles aient Plus le de droit. droits. Et pourquoi, d'après vous, par exemple, les printemps arabes, y compris en Tunisie, n'ont pas réellement abouti? Parce que le roi était très malin et très intelligent. Il a tout de suite proposé une nouvelle constitution et des réformes, très vite. Et ça a marché. Vous dites que le printemps arabe a marché C'est-à-dire que le printemps arabe, non, il n'a pas été dramatique. Oui. Et personne ne voulait le départ du roi. Au contraire, le roi est très aimé par tout le monde. Et il est admiré, aimé, et je trouve ça formidable. Parce que c'est quelqu'un qui mérite d'être aimé. Il fait beaucoup, beaucoup pour le pays. Il aime son pays. Et donc, il a fait des propositions. Évidemment, il y a toujours des problèmes. Il n'y a pas de société sans problème. Vous aurez bientôt 80 ans et vous êtes toujours actif, toujours attentif au monde et créatif. Et non seulement comme écrivain et essayiste, mais également comme peintre. Et vous dites, j'écris la douleur du monde, mais je peins sa lumière. Alors voici 2 de vos tableaux. Expliquez-nous, dites-nous un peu. Ben, c'est la lumière. D'abord, ça, c'est la Méditerranée, là. C'est la Méditerranée. Et elle est entourée d'un tas de cygnes qui font les couleurs du Maroc. Et ça, c'est la nuit
dans une petite ville marocaine, je ne sais pas laquelle, un peu simplement. Je suis, j'aime les petites maisons marocaines, la petite architecture simple, pas compliquée, et j'aime beaucoup ça. Et vous aimez peindre. Ah, j'adore. Bah, la peinture pour moi, c'est ma deuxième façon de respirer et d'aimer. Et ça, c'est quelque chose, de formidable. Je viens de faire une exposition à Casablanca et pour la première fois au Maroc, on a exposé des vitraux illuminés derrière. Ça a été une nouveauté et tous les collectionneurs qui ont acheté ça, ils étaient très heureux parce qu'ils avaient quelque chose d'original et j'ai trouvé qu'être présent dans toutes ces maisons, c'est pour moi, c'est un défi, une exigence. Il faut être à la hauteur la prochaine fois pour quand je fais une autre exposition et je suis tout le temps en train de travailler, d'essayer de m'améliorer, d'être très, très rigoureux dans mon travail et tout, jamais satisfait, jamais content, jamais, prétentieux. Non, je laisse la prétention médiocre. Non, mais c'est vrai, on ne peut pas dire: «Moi, je fais bien». Non, je fais ce que je peux, et je me mets à peindre, j'ai pas de comment dire? D'idées préconçues. Je commence à travailler, je suis obsédé par la mer, la lumière, les maisons, bon, je suis un peintre un peu, un peu les formes de la Méditerranée. Ça rend heureuse certaines personnes. Merci infiniment, Tar Benjeloun, d'être venu nous voir. Merci beaucoup. Et merci à vous tous de votre attention. On se retrouve très vite pour une future émission sur YouTube Première de France 24 et toutes les plateformes de podcast.